Bienvenue à tous et bienvenue pour ce cycle de cours sur l'imagination active, imagination créatrice, imagination agente, sur l'imaginaire, sur l'imaginal, tout un ensemble de... Je suis perdu sur ma phrase, excusez-moi. Tout un ensemble de concepts que nous allons prendre le temps de décrypter cours après cours. Alors, on va faire ce cours pendant les mois de janvier et février, tous les mardis. Dans un premier cours, aujourd'hui, nous allons faire une introduction à un ensemble de concepts qui vont être notre fil conducteur pour ce module. Prendre le temps de distinguer surtout le terme imaginaire, imagination et imaginal. Je montrerai brièvement des sources. Et puis, dans cette introduction aujourd'hui, le rapport de cette recherche et de ces concepts ou de ces réalités avec notre pratique de l'hypnose contemporaine. Dans les prochains cours, dans le deuxième cours, je prendrai le temps de vous montrer les sources de notre recherche sur le concept d'imagination agente. Tout un ensemble de sources dont je vais vous donner un panorama aujourd'hui et que nous prendrons le temps de décrypter dans le deuxième cours. Dans le troisième cours, un ensemble de techniques d'entraînement à la visualisation et à l'imagination active, puisque, et nous allons le voir, tous ces concepts font difficilement sens s'ils ne sont pas mis en application et en expérience. Et pour l'expérience, eh bien, c'est bien d'avoir quelques techniques pour aller dans des directions d'imagination active, par exemple au sens de Jung, et des entraînements à la visualisation, comme on l'a déjà abordé les mois derniers avec le travail d'Assagioli. Dans un quatrième cours, on rentrera plus précisément dans l'imaginal et le choix du terme imaginal chez Henri Corbin. Et qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir nous dire, Henri Corbin, en nous parlant d'un imaginal? On va en parler déjà un petit peu aujourd'hui. Dans ce quatrième cours, on prendra vraiment le temps de rentrer dans cette notion et de voir l'ensemble d'implications philosophiques qui sont présentes dans ce concept. Dans un cinquième cours, on regardera l'ensemble des techniques qui s'appellent imagery en anglais. Et je ne sais pas trop comment choisir ce terme. Je trouve que c'est une grosse responsabilité de choisir ce terme. J'ai préféré le laisser en anglais. Et comment ce terme de imagery, terme anglais avec ce Y à la fin, eh bien comment cela recouvre un ensemble de points de vue, un ensemble de techniques qui sont présentes en psychothérapie. Et à ce moment-là, dans ce cinquième cours, on regardera notamment l'exemple du rêve éveillé dirigé chez Robert de Swal. Dans un sixième cours, on sera toujours dans cet ensemble de techniques de imagery en psychothérapie et on regardera les implications du travail de James Hillman. James Hillman qui a travaillé à la suite de Jung et qui a proposé en 1975 un ensemble de points de vue qui relie des hypothèses animistes et des hypothèses polythéistes à la pratique de l'accompagnement psychothérapeutique. Ce qui peut paraître un petit peu étonnant de prime abord, mais justement on ira regarder un petit peu dans son travail eh bien, comment tout ça peut faire sens et comment on peut comprendre ces types de philosophie d'un nouveau point de vue. Et enfin, dans un dernier cours, on en arrivera finalement à cette notion d'imagination agente et d'une imagination agente dans une forme d'auto-organisation de la subjectivité. Et si ces termes ne font pas sens pour vous aujourd'hui, eh bien on a pas mal de cours pour préparer toutes ces idées et rentrer dans cette notion au moment du dernier cours. Et c'est pour ça que j'ai proposé comme titre à ce module l'imaginal vers une imagination agente. J'ai voulu mettre ce point d'interrogation pour dire à la fois que c'est une question qu'on pourrait se poser et aussi que ça pourrait être un peu surprenant de se dire qu'il y a une imagination agente. Pour vous rappeler, l'utilisation que je propose ici dans ces cycles de cours sur le mot « agent », c'est l'idée que quelque chose puisse agir à l'intérieur de nous. Par exemple, une émotion agente, un souvenir agent. On a parlé de différentes choses qui peuvent être agentes à l'intérieur de nous, des sous-personnalités agentes. Eh bien, on va regarder, et on verra si on est d'accord ou pas sur ce concept qui est une proposition. On va regarder ensemble si l'imagination peut être agente. Agente de quoi? Eh bien, de nous, ce qui voudrait dire que l'imagination nous agit. Ça vous va pour le plan du module de cours? Ça tombe bien. Alors tout d'abord, un ensemble de sources qui sont à la base de cette recherche, que nous ne sommes pas les seuls ici en hypnologie à avoir démarré et à proposer. Tout ça nous ramène à la philosophie classique avec les points de vue de Platon, les points de vue d'Aristote qui ont mené progressivement jusqu'à Plotin et au néoplatonisme.
Ces types de philosophie, ces types de façon de regarder le monde et de comprendre l'expérience que nous faisons de ce monde ont fortement influencé... Bonsoir, vous pouvez entrer. Ces points de vue ont fortement influencé la philosophie perse du XIIe et XIIIe siècle. Et on retrouve aussi différentes sources dans la... J'ai mis la philosophie juive ici, mais on devrait plutôt dire dans la théosophie juive. Notamment au XIIe siècle, on retrouve des sources de ces idées dans l'alchimie, dans les écrits que nous avons de l'alchimie au XVIe siècle. Et on retrouve aussi ces idées dans la théologie chrétienne un peu plus tard, dans le XVIIe, le XVIIIe siècle, et même dans des visions assez contemporaines. Autre source, les points de vue de la réflexion philosophique occidentale européenne moderne, que j'ai fait démarrer avec la métaphysique et l'épistémologie, notamment chez Kant. Alors, on a tout un ensemble de noms ici qui vont jusqu'à des visions plus modernes, comme celle de Bergson et celle de Coiré. Autre influence importante, la philosophie des religions et la mythologie, avec évidemment au centre Henri Corbin, qui va être très présent dans ce module de cours. La phénoménologie avec cette tentative proposée par Husserl de faire une science de l'expérience directe que nous faisons du monde ou une science de la subjectivité. Et ces différents courants, métaphysique, épistémologie, philosophie des religions, mythologie, phénoménologie, ont amené la construction d'une philosophie de l'imaginaire que l'on peut faire démarrer avec le travail de Bachelard. Et on prendra largement le temps de reparler de tous ces concepts dans le deuxième cours. On prendra ces différentes sources, une par une, et ces différents auteurs, peut-être pas un par un, pour regarder leurs concepts clés et comment ils ont contribué à construire ce qui, aujourd'hui, est une philosophie de l'imaginaire et une philosophie de l'imaginal. Et troisième type de sources qui vont s'éloigner de la philosophie de l'imaginaire et peut-être la compléter pour nos approches qui sont orientées accompagnement et thérapie brève, eh bien c'est d'une part la psychologie occidentale avec le travail de Théodore Ribot, le travail de Pierre Janet qui ont amené aux travaux de Jung et de De Swal, et d'un autre côté la psychologie, ou on devrait même plutôt dire la psychothérapie nord-américaine avec le travail de James Hillman, le travail de Mary Watkins, de John Achterberg, tout un ensemble de personnes qui ont proposer une vision de l'utilisation de l'imagination basée sur de l'expérience clinique, basée sur de l'expérience de terrain, sur de l'expérience acquise dans ce qui surgit pendant des accompagnements. Donc, voilà un panorama général des sources qui ont permis de construire ce module de cours en direction d'une imagination agente. Alors l'enjeu, c'est de se dire, mais de quoi on parle? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si on commence à dire, eh bien tout ça c'est à propos de l'imagination, eh bien on pourrait vite faire un très grand quiproquo en fait avec le terme imagination. Alors je vous propose qu'on prenne le temps aujourd'hui pour distinguer imagination, imaginal et imaginaire. On va plutôt le faire dans un autre sens d'ailleurs. Distinguer imagination, imaginaire et imaginal. Pour résumer ces concepts, on va parler aujourd'hui d'une imagination créatrice, c'est-à-dire d'une imagination qui est agente au sens où elle peut être moteur d'action, être créateur de quelque chose. Et la proposition, c'est que cette imagination créatrice est une fonction cognitive qui elle-même a trois fonctions, et nous allons le voir dans quelques instants. Distinguer l'imagination de l'imaginaire et l'imaginal, la proposition sur le terme imaginaire, c'est de dire qu'il s'agit des productions de l'imagination. On a l'imagination comme une fonction cognitive et l'imaginaire comme la production de cette fonction. Et par exemple, dans cet imaginaire, on trouvera eh bien, par exemple des images visuelles que l'on peut voir les yeux fermés, des images visuelles qui peuvent venir comme des souvenirs, mais on trouvera aussi des ensembles de sensations, des ensembles de concepts et d'idées, des productions de l'imagination. Et puis, en parallèle de l'imagination, ici créatrice, et de l'imaginaire, sa production, on a l'imaginal, qu'on peut voir de deux points de vue. On peut le voir comme le lieu, comme le topos au sens freudien, le lieu où se déploie l'imagination et sa production. Alors on pourrait dire depuis ce point de vue-là que s'il y a des images qui se déploient, elles se déploient où? On pourrait dire, tout simplement, elle se déploie dans l'esprit, elle se déploie dans le cerveau. Mais comme vous le savez, si on ouvre un cerveau, on ne trouve pas d'image.
Donc, eh bien, on propose cette idée que se déploient ces images dans l'imaginal. Et d'un autre point de vue, on va proposer l'idée que cet imaginal n'est pas seulement un lieu de déploiement des images, mais que c'est une réelle réalité ontologique, c'est-à-dire une réalité dont l'être humain fait expérience, une vraie réalité ontologique qui est intermédiaire entre le sensible, ce que l'on peut toucher, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut connaître avec nos sens, et l'intelligible, le monde de l'abstraction, de l'entendement, de l'intuition, de la compréhension. Ce qui nous fait une séparation entre imagination, imaginaire et imaginal. Alors, dans un premier temps, de quoi parlons-nous quand nous parlons d'une imagination créatrice? On peut distinguer deux types d'imagination. Une imagination qui est de nature reproductive. Cette imagination, elle va reproduire le domaine sensible. Je vois par exemple ce radiateur et je peux imaginer l'image de ce radiateur. Eh bien, c'est une imagination de type reproductive. Et à côté de celle-ci, nous proposons une imagination de nature créative, de nature créatrice. Alors, je dis nous, mais en fait, ce sont les personnes que je vous ai montrées tout à l'heure, tout cet ensemble de sources qui proposent cela. Il y a la proposition d'une imagination créatrice qui va créer du nouveau. Alors, qui va créer du nouveau quoi ? Eh bien, justement, nous allons voir, qui va créer quelque chose qui n'était pas encore présent. Et c'est justement de cette imagination créatrice, cette imagination agente que nous allons parler. Cette imagination créatrice, elle comprend trois fonctions. Et alors là, je vais vous demander de vous accrocher un tout petit peu parce qu'on va mettre des mots nouveaux, pour ceux qui ne les connaissent pas en tout cas, sur des concepts qui sont finalement assez simples. Mais ces mots, bien, ce sont les mots qui sont utilisés depuis plus d'un siècle sur ce sujet. Et ils vont nous aider à pouvoir en parler de manière plus rapide. Trois fonctions pour l'imagination créatrice, une fonction poétique, une fonction noétique et une fonction herméneutique. Ce qu'on appelle une fonction poétique, c'est le fait de potentialiser quelque chose pour en faire du nouveau. Par exemple, on pourrait dire, bien, le fruit de mon imagination, ce n'est qu'une recombinaison de choses que j'ai perçues avant. Oui, certes, mais cette combinaison, elle est nouvelle. Il y a eu la potentialisation de quelque chose qui n'était pas là avant, combiné comme ça. Et puis, si on va dans des visions qui sont un peu plus mystiques, il peut y avoir une création subie dans l'imaginal d'une image qui semble surgir du néant. Fonction poétique. Deuxième fonction, une fonction noétique, celle-ci va avoir pour objet d'amener de la pensée, d'amener de la connaissance. On pourrait dire de faire accéder à de l'information, on pourrait presque dire faire accéder à de la compréhension, mais on ne va pas aller jusque-là. On s'en arrêterait dans l'idée d'une fonction noétique, à l'idée d'une noèse, l'idée qu'il y a une faculté de pensée qui est présente dans cette imagination créatrice. Et puis la dernière fonction, la fonction herméneutique. L'idée d'une fonction herméneutique, c'est de pouvoir décrypter ce qui est codé, de pouvoir expliquer ce qui était non explicable. C'est par exemple ce qui nous arrive quand nous avons un insight ou une prise de conscience. Ah, mais maintenant je comprends le sens de cette histoire. Eh bien, il y a eu une fonction herméneutique qui est passée dans une imagination créatrice, puisqu'avant je ne comprenais pas le sens de cette histoire. Il y a une fonction herméneutique qui a donné de la compréhension, de la signification, qui a permis de décrypter quelque chose, comme si ce quelque chose, juste avant, nous avait été caché. Alors, si pour l'instant tout ça ne fait pas complètement sens, c'est normal, on est au début de ce cours, au début de ce module de cours, et on va aller progressivement en direction de toutes ces idées. Trois fonctions pour l'imagination créatrice, une fonction poétique, une fonction noétique et une fonction herméneutique. Ce qu'on peut voir, c'est chez les différents auteurs qui nous donnent un fil conducteur pour cette étude, c'est que cette imagination créatrice agit comme un processus de transformation. Alors, Bachelard, par exemple, propose l'idée que l'imagination, ici créatrice, que l'imagination implique une énergétique psychique. Et là, on ne parle pas d'énergie invisible, de corps astro, de choses comme ça. Ce n'est pas vraiment le sujet ici. L'idée d'une énergétique psychique, c'est que, eh bien, dans cette imagination, il y a des mouvements, il y a des résistances, et tout comme vous l'avez sans doute appris en seconde, en première, etc., eh bien, quand on met en jeu des mouvements et des forces, ça fait des résistances. Quand on met en jeu des mouvements et des résistances, ça fait des forces, et on peut décrypter tout ça comme une énergétique.
Alors, ici, on aurait par exemple des notions de plasticité. Je crois que la notion de plasticité avait été introduite par Kant à propos de l'esprit et de l'imaginaire. Des notions de transformation, des notions de dynamique, des notions de mouvement, des notions d'innovation, etc. Dans cette idée de processus de transformation, Emmanuel Kant, lui, propose que l'imagination est une activité cognitive de transformation. Comme ça, c'est plié. Qu'est-ce que l'imagination? Activité cognitive de transformation. C'est une fonction de notre esprit, c'est une activité cognitive, et cette fonction, quelle est-elle? Eh bien, c'est le fait de transformer quelque chose. Alors, peut-être que là, on peut déjà se dire que eh bien, pour des gens qui font de l'accompagnement pour créer du changement, l'idée qu'il y a quelque chose qui sait à l'intérieur d'un corps et d'un esprit humain créer de la transformation, ça pourrait nous être utile. Mais peut-être que je vais un peu vite en disant ça. D'autres points de vue qui vont rejoindre des points de vue un peu plus gnostiques ou mystiques. Le point de vue de Jung, c'est que la transformation de l'âme passe par la transformation de ses symboles. Autrement dit que si on transforme les symboles, on transforme l'âme. Alors, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est l'âme. Et dans le cours que nous donnerons à propos du travail de James Hillman, on prendra le temps de regarder tout le quiproquo qu'il y a sur ce terme. Et enfin, dans cette idée d'une imagination créatrice comme processus de transformation, Sartre propose l'idée que l'imaginaire, c'est un acte et que l'image, elle est conscience de quelque chose. Donc, vous voyez ici, il n'utilise pas le même vocable, mais on retrouve cette idée que, je fais une erreur d'ailleurs, l'imagination est un acte. Et il dit, si ma mémoire est bonne, l'imagination est un acte parce qu'elle n'est pas une chose. Et là, ça commence à préciser un peu le vocabulaire. Avant qu'on dise tout ça, on aurait pu dire, ben, l'imagination, c'est par exemple les images que je me fais. Eh bien non. L'imagination, du moins dans ce qu'on propose ici, c'est la fonction qui produit ces images. Les images, on va les mettre plutôt dans la catégorie de l'imaginaire. L'imagination créatrice, processus de transformation. Et à côté de cela, mais je pense que ça marche ensemble, un processus de création de nouveau. Et ici, on trouve l'idée, aussi surprenante soit-elle, d'un processus de création autonome de nouveau. Un processus de création autonome de nouveauté, de quelque chose qui n'était pas encore existant. Et c'est là que ce thème peut commencer à devenir un peu étrange. Mais regardons de plus près l'idée d'une création autonome de nouveau. Tout d'abord, Bachelard a proposé une méthodologie complète pour observer des invariants dans cette production de nouveau, de cette production de contenu imaginaire. Alors, vous pouvez aller regarder son travail, c'est une méthodologie qui est quand même complexe et bien étayée, donc on ne se base pas non plus sur n'importe quoi quand on commence à parler de ces choses, aussi étonnantes soient-elles de prime abord. Pour Henri Corbin, l'imagination créatrice produit des images agentes dans l'imaginal. Je vais vous la faire en plus lent, celle-là. Il y a l'imagination créatrice, c'est la fonction. Elle produit des images ou dans l'imaginal. Mais Corbin précise, elle produit des images qui sont agentes et qui vont nous agir. Nous qui avons tellement l'impression que nous sommes l'acteur de nos actions et que j'ai fait ça, pourquoi? Mais parce que c'est moi, parce que je l'ai décidé. Eh bien, ici, il y a l'idée que c'est l'imagination créatrice qui produit des images qui nous agissent et non pas sur lesquelles nous agissons. Pour Gilbert Durand, l'imagination créatrice est une fonction de l'intellect agent, et cette notion d'intellect agent, on y reviendra aussi dans les prochains cours. L'imagination créatrice chez Gilbert Durand est un agent, ce n'est pas une représentation, ce n'est pas une expression par exemple de notre psyché, ou ce n'est pas un instrument cognitif, c'est quelque chose qui agit à travers nous. Et puis si on regarde, oui, je vais vous le dire rapidement, mais si on regarde du côté de la mystique soufie, de la philosophie perse, de la théosophie juive, si on regarde du côté de la théologie chrétienne et puis de la philosophie de l'imaginaire, dans la philosophie des religions, on retrouve sans cesse ce concept d'une imagination et d'un intellect agent qui sont présents dans l'angélologie et dans la prophétologie. Et là, à titre personnel, je pense qu'il faut être très prudent si on commence à utiliser des termes comme ça pour voir de quoi il s'agit réellement chez ces différents auteurs. Et nous prendrons le temps cette année d'aborder brièvement ces différents domaines.
Enfin, on trouve une imagination agente comme une fonction d'intégration des apprentissages et d'intégration des expériences. Alors par exemple, Cynthia Fleury propose l'idée de compétences imaginales qu'elle décrit comme des compétences narratives qui permettent un décryptage et un réencodage, je crois que c'est des termes que j'ai proposés moi-même ici, décryptage et réencodage des événements qui vont se transformer en enseignements qui construisent des schèmes de vie. On peut y réfléchir un instant. Il m'arrive des expériences, mais ce ne sont que des expériences sensibles qui se mettent en résonance avec mon terrain psychologique. Comment se fait-il que 2 ans plus tard, je me dise « Oui, mais tous ces événements, maintenant que je les ai vécus, j'en ai tiré de la connaissance ». Eh bien, il y a la proposition ici que cette connaissance qui en est tirée, ce sont des événements qui ont subi une transformation et qui ont été transformés en enseignement, en compréhension. Et on retrouve ici la dimension noétique. Il y a de l'idée qui est venue, et la dimension herméneutique, je comprends le sens de ce qui m'est arrivé à la lumière de là où j'en suis aujourd'hui. C'est clair? Ça, c'est super. Des compétences imaginales qui vont permettre de faire passer d'événements à des enseignements qui construisent des schèmes de vie. Et la notion de schème nous vient de la philosophie de Kant qui proposait l'idée qu'il y a quand même quelque chose qui cloche entre le fait que j'ai une expérience sensible, des choses que je peux toucher, voir, entendre, j'ai une expérience intelligible, mais ça communique. Parce que quand je touche la table, eh bien, il y a l'idée d'une table. Alors, si je touche par exemple, si je mets ma main dans l'eau chaude, il va très vite y avoir l'idée de la chaleur, hein. Et là, on parle d'un schématisme ascendant du percept, de ce qu'on peut percevoir, vers le concept, ce qu'on peut concevoir. Et d'un schématisme descendant qui va aller du concept jusqu'à une forme de percept. Et là, ce serait l'idée d'avoir, et on en avait parlé dans le cours sur Assagioli, l'idée d'avoir par exemple un ensemble d'intuitions, et après, il va bien falloir les descendre sous forme sensible, ne serait-ce que sous forme sonore, pour pouvoir les dire. Et on voit une idée de transformation. Et Kant a montré dans son ouvrage magistral, la critique de la raison pure, comment dans le fonctionnement de notre cognition, dans le fonctionnement de notre entendement, de notre perception, il doit nécessairement y avoir une instance pour faire le relais entre l'intelligible et le sensible. Et cette instance, il la propose comme étant l'imagination. Dans ces théories du schématisme, il y a cette idée que pour faire passer du monde sensible au monde intelligible ou du monde intelligible au monde sensible, il faut des strates, des supports, des structures, des schémas, des schèmes. Voilà pour l'imagination. Pour ce qui est de l'imaginaire, je vous le proposais tout à l'heure, on peut proposer l'imaginaire comme étant les productions de cette imagination. Alors, chez Robert de Soile, par exemple, il y a l'idée que les images dont nous faisons expérience, par exemple dans des rêves éveillés, ces images sont des expressions ou des représentations de notre activité psychique. Et Robert de Soile a démontré, avec une méthodologie éprouvée, que la modification des images entraîne la modification des affects. La modification des images entraîne la modification des affects. Eh bien, c'est une idée qui a été largement développée par les créateurs de la PNL, Grinder et Bandler, qui ont montré avec le travail sur les sous-modalités que la sous-modalité d'un affect, la représentation sous forme sensible d'un affect, si elle est modifiée, donne comme correspondance phénoménologique, c'est-à-dire comme expérience directe, la modification de cet affect. Je m'imagine une émotion sous la forme d'une image, je change cette image et j'expérimente que cette émotion change. Encore une fois, ça peut paraître étonnant de prime abord, mais dès qu'on l'a expérimenté, ça devient assez évident. Pour les schèmes, je vous en ai déjà parlé. Pour l'imaginaire, Bachelard propose l'idée qu'il y a, mais je vous le disais tout à l'heure, des invariants dans la production de contenu psychique imaginaire. Et ici, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'idée de contenu psychique imaginaire. Ce sont des contenus et ils sont sous forme d'images. Et désolé si ce propos est un peu redondant, mais on voit ici l'idée que ce qu'on peut appeler imaginaire, ce sont les productions, les contenus, ce qui est produit par l'imagination.
Enfin, en termes de production de l'imagination, Jan Achterberg a proposé un ouvrage très intéressant qui s'appelle Imagery in Healing. Je crois qu'il n'est pas traduit en français. Et elle montre les implications des images ou les implications de l'imaginaire dans la physiologie, dans la biochimie et dans la psychothérapie. Et je pense que ça, ce ne sera pas pour cette année pour nous. Par ailleurs, cet imaginaire, il a été proposé comme classifié en catégories d'images, catégories de symboles ou catégories de structures. Et là, il y a différentes personnes qui ont fait des ouvrages, par exemple, différentes personnes qui ont fait des ouvrages pour proposer des classifications. Mais ici, il ne s'agit pas de dire tel symbole signifie telle fonction cognitive ou telle image signifie telle émotion. Il s'agit simplement de dire, au niveau phénoménologique, on peut répertorier tout un ensemble d'images, tout un ensemble de symboles et tout un ensemble de structures pour la dynamique de ces images qui reviennent sans cesse, quelles que soient les cultures et quelles que soient les époques. Alors, Gilbert Durand a fait un bel ouvrage sur le sujet qui s'appelle « Les structures anthropologiques de l'imaginaire ». Et je crois qu'il l'a réédité 12 ou 13 fois. Il l'a écrit et réécrit pendant presque 30 ans. Jean-Jacques Vunenburger nous propose une catégorie d'images, une classification d'images en 5 catégories, des idées qui prennent forme d'images, des images qui sont des allégories, des images de personnification, vous savez, quand des idées prennent forme de personnages, des schèmes, et là on retrouve le travail de Kant, et des archétypes, on retrouve le travail de Jung. Robert de Soile, de son côté, en parallèle de Gilbert Durand, Robert de Soile propose une phénoménologie qui est récurrente dans sa pratique du rêve éveillé dirigé. C'est-à-dire qu'à la base, il pratiquait le rêve éveillé dirigé, et il s'est rendu compte que sans cesse, à thèmes plus ou moins équivalents, revenaient les mêmes patterns, les mêmes types d'images, les mêmes types de symboles. Alors ça lui a posé quelques questions. Et enfin, André Virel d'un côté et Jan Achterberg de l'autre ont tous les deux proposé, l'un en 1968, l'autre en 1985, des méta-analyses de nombreuses techniques qui utilisent l'imaginaire ou l'imagination. Méta-analyse pour montrer, eh bien, à travers toutes ces techniques, quels sont les points communs, quelles sont les divergences. Nous avons donc à notre disposition une véritable science de l'imaginaire, au sens où à la fois on peut répertorier les symboles, mais en plus on se rend compte que les actions sur les symboles et sur les images ont des actions sur les affects. Et évidemment ici, en hypnologie, et dans une école qui enseigne une forme d'hypnose moderne et contemporaine, eh bien évidemment que c'est un sujet qui nous intéresse énormément. On a donc d'un côté l'imagination, ici une imagination créatrice, productrice de sens, productrice de signification, décryptante peut-être, créatrice de nouveau, et puis l'imaginaire, les productions de cette imagination. Ça va toujours? Ok. Et en parallèle de tout ça, on a l'imaginal, domaine de connaissance qui est intermédiaire entre le sensible et l'intelligible. Alors, quelques propositions chez Henri Corbin. L'imaginal est ce domaine de connaissance entre le sensible et l'intelligible. Mais ah oui, je vous l'ai mis un peu plus loin. Alors, on va y aller slide par slide, mais Henri Corbin se base sur une véritable méthodologie. Et sa méthodologie, c'est l'herméneutique, et ça, on prendra le temps de le développer dans le 4e cours, et la phénoménologie, dont nous avons déjà longuement parlé depuis le début de ces modules de cours. Jean-Jacques Vunenburger, lui, précise que l'imaginal est un accès à des niveaux de réalité non sensibles. Et là, encore une fois, je vous propose de faire attention à la vitesse à laquelle on voudrait projeter nos idées sur cette idée. Par exemple, si vous êtes animiste ou dualiste, etc., ou si vous êtes branché les différents niveaux de corps dans l'hindouisme astika, dans le yoga, on pourrait vite se dire « Ah ah, des niveaux de réalité non sensibles, c'est donc les corps astraux ». Voilà, on pourrait projeter des choses là-dessus. Eh bien, non, on peut en rester juste à la description telle qu'elle est donnée, un accès à des niveaux de réalité qui ne sont pas le domaine sensible, qui ne sont pas le domaine matériel que nous pouvons percevoir avec nos sens. Ces niveaux de réalité, quels sont-ils? Eh bien, nous allons le voir petit à petit dans cet ensemble de cours, mais pour l'instant, on peut en rester à l'idée que l'imaginal est un accès à des niveaux de réalité qui ne sont pas sensibles.
Et Jean-Jacques Vuillenburger propose même l'idée de corporéité non matérielle. Là aussi, on pourrait projeter plein d'idées là-dessus, mais restons-en à ces termes. Par exemple, une projection que nous pourrions faire sur cette idée de corporéité non matérielle, c'est notre expérience de la proprioception, c'est-à-dire l'expérience de la représentation que nous avons de notre propre corps. Et pour ceux d'entre vous qui font de l'accompagnement à enjeux thérapeutiques, savent bien que bien souvent, dans de nombreuses thématiques non pathologiques, mais porteuses de souffrance dans la vie quotidienne, eh bien, il y a des distorsions assez importantes de la proprioception. Enfin, Cynthia Fleury propose que l'imaginal est un lieu d'aménagement symbolique perpétuel, au sens où c'est un lieu, alors un lieu au sens du topos, idée qu'on retrouve chez Freud, on pourrait dire d'une instance, je ne sais pas si c'est ce qu'en penserait Cynthia Fleury, qu'il pourrait s'agir d'une instance, mais voilà quelques propositions de termes sur l'idée d'un lieu dans lequel il y a un aménagement symbolique perpétuel. Et à nouveau, pour ceux d'entre vous qui ont des expériences en hypnose, en PNL ou en auto-hypnose, de ce qu'on appelle les sous-modalités ou représentations sous forme sensible, sous forme d'image de nos objets psychiques, eh bien, on peut comprendre comment il pourrait exister en nous ou en lien avec nous un lieu où s'aménage l'ensemble de nos symboles. Mais l'idée de l'imaginal s'appuie aussi sur de très anciennes théosophies. Et le travail de Henri Corbin, poursuivi par le travail de Gilbert Durand, va nous proposer l'idée que l'imaginal est une réalité ontologique autonome vis-à-vis du sujet. Et c'est là que ça devient assez amusant. Si c'est une réalité ontologique autonome vis-à-vis du sujet, eh bien si elle est autonome vis-à-vis du sujet, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin du sujet pour se déployer. Une réalité ontologique, une réalité liée à l'être humain, dont il fait expérience, mais qui est autonome du sujet. Alors, Henri Corbin, par exemple, propose l'idée, il prend le concept d'un alam al-mital dans la philosophie perse et il propose de le traduire avec les termes latins mundus imaginalis comme un monde intermédiaire entre le sensible et l'intelligible, véritable réalité ontologique, support de forme intelligible. Je vais la refaire en plus lent aussi celle-là. Une réalité ontologique, une réalité dont nous faisons, nous humains, une expérience directe, qui est support de forme intelligible. Et Jean-Jacques Vuillenburger précise, c'est un monde intelligible qui est autonome, il a une autonomie et une auto-manifestation. Et on peut comprendre cela depuis bien des points de vue, et dans les prochains cours, je prendrai le temps de vous montrer, selon toutes les différentes philosophies de l'esprit, comment on peut comprendre cette perspective. Dans ce cours d'introduction, ce qui m'a semblé le plus juste, c'est de le montrer dans la perspective d'un inconscient collectif. Et nous avons déjà bien pris le temps, dans le cours sur la psychosynthèse et les psychodynamiques comparées, de montrer ce qu'est chez Jung l'idée d'un inconscient collectif. Des schèmes et des structures psychiques qui existent chez tous les humains et qui ne sont pas référents à l'individu, qui ne sont pas référents au sujet conscient, qui préexistent à l'être humain qui se présente, qui sont communes et partagées. Pas au sens qu'il y a quelque chose qui relie chaque humain, mais au sens que, tout comme chaque être humain a la même collection d'organes, il a la même collection de structures psychiques, inconscients, collectifs. Cynthia Fleury nous dit, il s'agit de nos histoires communes, de notre destin commun, de nos trajectoires communes, de nos récits communs. Et l'année dernière, dans le cycle de cours d'introduction en hypnologie, je vous avais proposé une lecture de concepts de la philosophie chinoise, notamment du Yiking, qui propose 64 fois 64 chemins de vie. 64 positions de départ, 64 positions d'arrivée, ce qui nous fait 64 au carré, et je n'ai plus le chiffre, mais un nombre déterminé, un nombre fini de processus d'évolution possibles. Gilbert Durand nous propose l'idée que les dieux, les héros, les figures des panthéons des diverses cultures sont de véritables réalités de l'âme, ce sont des réalités imaginales. Et enfin, chez James Hillman, et ça nous en parlerons longuement dans le 6e cours,
Chez James Hillman, il s'agit tout simplement d'une réalité ontologique de l'âme. Et James Hillman est assez extrémiste en fait dans sa position où il dit à ce stade-là, il faut déshumaniser la psychothérapie au sens où il faut ne plus mettre l'être humain au centre de la psychothérapie, mais mettre l'ensemble de son esprit et de tout ce dont est composé son esprit au centre de la psychothérapie. Un propos un peu extrême et nous prendrons le temps de le développer pour voir sur quoi il s'appuie. Enfin, pour finir sur cette idée de l'imaginal, et c'est un point important, l'imaginal n'est pas une psychologie de l'imaginaire. Donc ici, on est complètement à l'opposé de l'idée d'un décryptage des symboles, comme on pourrait le retrouver par exemple dans la psychanalyse. À un niveau plus profond, la notion d'imaginal nous fait passer de la psychologie et de la philosophie au domaine de la métaphysique. Et je ne vous cache pas que quand j'ai creusé toutes ces sources et que j'ai commencé cette étude il y a 2 ans à peu près, j'ai été assez surpris de découvrir ce domaine qui va du coup nous faire une passerelle entre ce qu'on appelle philosophie, épistémologie, science de la connaissance, avec un autre côté qu'on pourrait appeler philosophie métaphysique, tellement décrit dans ce qu'on appelle de manière moderne des spiritualités. Mais quand on les regarde, ces spiritualités, et qu'on les regarde vraiment en détail, ces spiritualités orientales, chrétiennes, indiennes, et notamment dans les sources de ce cours et les sources d'Henri Corbin qui nous ramènent au XIIe, XIIIe siècle, eh bien quand on regarde de plus près ces spiritualités, ce sont des sciences cognitives. Donc peut-être qu'on s'est un peu mépris sur ce terme. Enfin, Gilbert Durand, lui, va encore plus loin et nous propose l'idée que l'imaginal est un monde intermédiaire, le monde dans lequel se réalise le grand œuvre, là où on retrouve tant l'alchimie que la voie de la franc-maçonnerie. En résumé, on a 2 perspectives de l'imaginal. On a une perspective, je remercie d'ailleurs ici Daniel Prou pour l'excellente présentation qu'il a donnée récemment à l'EPHE sur le sujet. Une perspective psychologique qui va nous proposer plutôt l'imaginal comme autonome de type inconscient collectif jungien, et de l'autre côté une perspective théosophique qui va nous montrer un imaginal autonome comme lié à une théophanie, une révélation divine et une théologie pour pouvoir faire une science de ce sujet-là. Le point qui me semble clé sur le début de cette étude, c'est de bien faire une distinction entre imaginaire et imaginal. On voyait tout à l'heure, il y a une distinction assez facile à faire entre l'imagination créatrice, qui est une fonction cognitive qui va produire des contenus, et l'imaginaire, l'ensemble d'images, l'ensemble de perceptions internes qui sont les produits de cette fonction. Néanmoins, on peut prendre le temps de bien distinguer l'imaginaire de l'imaginal, puisque ce concept d'imaginal est celui qui nous est des 3 le moins connu. Chez Henri Corbin, par exemple, il y a une différence entre imaginaire et imaginal au sens d'une imagination créatrice. Il propose l'imaginaire comme un ensemble de fantaisies qu'il oppose à l'imaginal comme un ensemble d'imaginatio vera, un concept qu'il prête à Paracels, mais les sources semblent montrer que c'est lui qui l'a proposé. L'idée ici, c'est de dire qu'il y a des productions qui sont de pure fantaisie, de pure construction plus ou moins aléatoire. Et je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet aujourd'hui. Et de l'autre côté, des imaginations qui sont pour lui des imaginatio vera, des imaginations vraies, des productions de l'imaginaire qui sont vraies car liées à l'imaginal. Chez Bachelard, il va y avoir une autre distinction entre imaginaire et imaginal. Bachelard va proposer l'idée qu'il y a des images qui sont des images oniriques, des images fantasmagoriques, et de l'autre côté, des images qui sont poïétiques, et on le disait tout à l'heure, qui ont comme capacité de créer du nouveau. Chez Sohravardi, dans la philosophie perse, au XIIe siècle, on retrouve l'idée que l'imaginaire est irréel. Les productions et ce qui est imaginaire est irréel, et que le monde imaginal, lui, est un monde réel. C'est le monde où agit l'âme. C'est le monde où l'âme agit. Si vous êtes branché langue des oiseaux, ça peut être... Voilà. Jean-Jacques Vunen-Burgès sont dans des points de vue encore beaucoup plus récents.
c'est une description assez intéressante, propose que l'imaginaire, ce sont les représentations qui sont liées à l'état du sujet. Ce sont les conditions subjectives de sa réalité psychologique, c'est-à-dire c'est ce qu'il expérimente, et ce que nous expérimentons, c'est toujours sous forme sensible, des images, des idées, des sensations, des conditions subjectives, ce que nous expérimentons de notre condition psychologique. On pourrait dire de l'état de notre esprit, de notre cognition, de notre état d'esprit, on pourrait dire de notre humeur, de notre émotion, de notre ressenti, etc. Et ça, c'est ce que Jean-Jacques Vennon-Burger propose comme étant l'imaginaire, qu'il oppose à l'imaginal, qu'il décrit comme délié du sujet. Imaginaire comme lié à l'état du sujet, imaginal comme délié du sujet, et on retrouve ici à nouveau l'idée d'un monde intelligible, autonome. Voilà pour une proposition de distinction entre l'imagination, l'imaginaire et l'imaginal. Est-ce que ça va jusqu'ici ? Ok, des notions que nous prendrons le temps de redécrire encore dans les prochains cours, puisque, comme je vous l'ai proposé, ce cours est un cours d'introduction à tous ces ensembles de concepts. Alors, quand j'ai préparé ce cours d'introduction, je me suis dit, on pourrait en rester là, c'est déjà pas mal. Voilà, alors, ceux qui viennent souvent savent que du coup, ça ne va pas s'arrêter là. Et je me suis dit, ce serait quand même intéressant, dès le cours d'introduction, qu'on réponde à la question qui va vite se poser, mais quel est le rapport avec l'hypnose et l'hypnothérapie et l'hypnose d'accompagnement et l'hypnologie? Alors, je me suis dit, répondons à cette question avant que quelqu'un ne me la pose. Ce qui est très intéressant, c'est de faire une analyse pour voir l'immense proximité entre la philosophie de l'imaginal et l'hypnose contemporaine moderne. Pour faire simple aujourd'hui, je vais dire de l'hypnose ericksonienne. Par exemple, qu'est-ce qui est agent dans l'hypnose ericksonienne? Eh bien, c'est l'inconscient. C'est pas moi, c'est l'inconscient. Il est agent. C'est d'ailleurs lui qui m'agit et qui est la source de toutes mes solutions et de tous mes problèmes. Je plaisante quand je dis ça, je le dis un peu naïvement, mais bon voilà, blague à part. Qu'est-ce qui est agent dans l'hypnose ericksonienne? C'est l'inconscient. Qu'est-ce qui est agent dans la philosophie de l'imaginal? C'est l'imagination. On retrouve dans l'hypnose ericksonienne le fait que l'inconscient est distinct du sujet conscient. On retrouve dans la philosophie de l'imaginal le fait que l'imagination est distincte du sujet, déliée du sujet. On retrouve une autonomie. L'inconscient est un agent autonome. L'imagination, agente, est autonome. On retrouve le fait que l'inconscient est activé par l'hypnose. On retrouve le fait que l'imagination agente est activée par l'imaginal. Il y a une forme de déterminisme, presque une forme de finalisme. L'inconscient a ses propres buts et ses propres directions. Il sait où il va. Vous vous rappelez cette maxime de Milton Erickson, il en sait plus que vous ne savez qu'il n'en sait, ou un truc comme ça. Bref. Donc, on retrouve dans l'hypnose ericksonienne un inconscient autonome et qui a sa propre finalité. On retrouve dans la philosophie de l'imaginal un imaginal autonome qui a sa propre finalité. Dans l'hypnose ericksonienne, l'inconscient a une intentionnalité qui lui est propre. C'est quand même un peu flippant, non, quand on y réfléchit 2 minutes. C'est à l'intérieur de nous, c'est pas nous, et ça a une intentionnalité qui lui est propre. Non, ça vous fait pas rire, ces trucs-là. Okay. Et dans la philosophie de l'imaginal a son intentionnalité qui lui est propre. Alors, il y a toute une liste comme ça. Moi, j'ai été très étonné quand j'ai fait cette étude, à un moment, de voir apparaître toutes ces correspondances. L'inconscient est pluriel dans l'hypnose ericksonienne, peut-être pas, mais du moins dans l'hypnose moderne. Les formes imaginales sont multiples. L'hypnose ericksonienne ouvre un accès à l'inconscient, accès qui est habituellement fermé en état de conscience ordinaire. L'imagination créatrice ouvre un accès à l'imaginal, accès qui est fermé dans l'état de conscience ordinaire. Il y a une dimension poïétique, il y a une création de nouveau dans l'imaginal via l'imagination active. Il y a une dimension poïétique, il y a une création de nouveau par l'inconscient dans l'expérience de l'hypnose. J'ai pris le temps de réfléchir un peu à ce truc-là avant de l'écrire, et je ne l'avais pas vu venir, en fait, dans les études qu'on a fait jusqu'ici en hypnologie, qu'une des fonctions de l'hypnose, ce n'est pas seulement de créer du changement, c'est de créer du nouveau, créer des conditions qui n'existaient pas au préalable. Mais on aura le temps d'en reparler, je crois.
Il y a une dimension noétique. Dans l'imaginal, il y a un accès à des formes intelligibles. Dans l'hypnose ericksonienne, il y a évidemment un accès à des formes intelligibles qui va amener les insights, les recadrages, les prises de conscience, etc. Une dimension herméneutique dans l'imaginal où il va y avoir un accès à des significations nouvelles et des compréhensions. Dimension herméneutique qu'on retrouve dans l'hypnose ericksonienne puisqu'il y a en état d'hypnose, parfois du moins, subitement, de fortes compréhensions. Et enfin, en hypnose ericksonienne, il y a un accès privilégié qui est l'état de transe. Dans la philosophie de l'imaginal, il y a un accès privilégié qui est l'expérience mystique. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'état de transe et l'expérience mystique? Mystère. On s'approche de la fin de cette présentation. Il y a l'idée d'une correspondance entre l'hypnose et d'une auto-orientation de l'imaginal, puisqu'on le disait tout à l'heure, s'il y a une dimension poétique, je crois que Bachelard proposait l'idée d'une dimension auto-poétique qui va créer du nouveau par elle-même. Et c'est ça qui a amené Henri Corbin à développer des points de vue théologiques. Parce que si ça crée du nouveau par soi-même, ça pose quand même de grosses questions. Et je vous le disais tout à l'heure, l'imaginal nous fait rentrer dans des dimensions métaphysiques. Et on prendra le temps de regarder, philosophie par philosophie, quelles sont les implications de ces considérations-là. Ça, je vous l'ai déjà dit. Les perspectives en lien avec l'hypnose. On peut dire ça brièvement. S'il y a un imaginal qui est autonome, qui est détenteur de schèmes d'existence, et Cynthia Fleury, je crois, dit de schèmes d'existence, de connaissance et de vie, et qu'il se déploie en imaginaire via une imagination active. Est-ce que cette phrase est claire? Ok. S'il y a cet imaginal, alors la perte de contact avec l'imaginal, c'est une perte de contact avec l'essence même de ce que nous sommes, qu'on appelle l'inconscient, ou qu'on l'appelle l'âme, ou qu'on l'appelle le but de la vie qui m'emmène dans cette direction malgré moi. Eh bien, il y a une perte d'orientation de ce qui nous constitue. Il va y avoir une perte de toutes les fonctions que nous avons vues, une perte de création, une perte de sens, une perte de signification. Et je crois que nous, accompagnants, c'est beaucoup ce que nous voyons en cabinet, des gens qui, en dessous d'une demande un peu générale, au sens d'une demande qui peut être commune parce qu'elle se répète d'individu en individu, il y a souvent en dessous de ces demandes-là l'idée de quelque chose qui est désorienté, l'idée d'une perte de sens, l'idée d'une perte de créativité, l'idée d'une perte de signification de l'expérience que nous sommes en train de faire. A l'inverse, la reprise de contact avec l'imaginal va permettre une réorientation, va permettre une reconnexion avec les schèmes qui nous sont inhérents, et là je vous renvoie aux dimensions d'inconscient collectif que nous avons décrites les derniers mois. Et il va y avoir une reconnexion avec du sens, une reconnexion avec de nouvelles connaissances et un jaillissement, on pourrait dire, de créativité. Autrement dit, nous pourrions dire que la remise en contact avec l'imaginal est une remise en mouvement de l'expérience subjective. Et c'était l'une des conclusions que j'avais données sur le cycle de cours de l'année dernière, le fait que s'il y a transformation de la subjectivité et des moyens de transformation de la subjectivité, tout cela sous-entend le fait qu'il y a à l'intérieur de nous du mouvement. Alors, on peut voir ce contact sous plusieurs formes. Un contact avec l'imaginal, un contact passif où il y aura une réorientation automatique. Eh bien, c'est par exemple l'un des points de vue d'Erickson qui a été fortement soutenu par François Roustan. Rentre dans cet état et ne fait rien, laisse faire. Contact passif qui automatiquement crée du nouveau. Étonnant, mais là on a une justification de ces idées-là. Un deuxième type de contact, ce serait un contact de nature réceptive, où le fait de percevoir l'imaginal le met en mouvement. Eh bien, c'est par exemple le type d'application que nous avait expliqué notre ami Steve Gallegos quand il est venu au début de l'année. Je me mets en contact avec une représentation, je n'agis pas sur cette représentation, je me mets en contact avec, elle se transforme. Je lui dis « qu'est-ce que tu veux ?» Elle répond et elle change de forme. Mise en contact avec l'imaginal, de manière réceptive, j'en reçois les contenus, ils se transforment de manière spontanée. Un troisième type de remise en contact avec l'imaginal, on pourrait dire que c'est un contact de nature active où le sujet et l'accompagnant, pourquoi pas, vont contribuer à l'orientation. Et ça, c'est ce qu'on connaît dans le travail d'Erickson, dans le travail de Robert de Swal.
dans le travail de Rossi, de Mary Watkins, dans le travail de William Schwartz, dans le travail de Louise Redeman. Et tous ces noms, vous pouvez les regarder, ça renvoie à des techniques que je vous ai présentées l'année dernière dans le cours d'introduction que j'avais donné sur Imaginal et imagination active. Et enfin, on peut voir aussi une forme de remise en contact avec l'imaginal que je propose comme étant une mise en contact dirigiste, au sens où on va forcer l'orientation. Et ce sont des techniques que l'on va retrouver par exemple dans l'utilisation de scripts en hypnose, en sophrologie et en PNL. Et s'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui, via l'imagination et via l'imaginal, essaye de s'orienter et qui, a priori, n'a pas du tout envie d'être orienté, eh bien, on peut penser qu'une remise en contact de manière dirigiste avec cela, et nous ne savons toujours pas vraiment bien de quoi il s'agit, n'est peut-être pas une bonne direction à donner. Et là, on retrouve à nouveau les points de vue de Roustan, son opposition à la psychanalyse et pourquoi il a proposé des approches plus passives. Nous, ici, en hypnologie, et j'engage d'ailleurs la parole de cette école, ici, l'Arche, nous sommes très opposés aux approches en script dont nous pensons certaines choses. En tout cas, nous ne les soutenons pas vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que dire qu'on ne les soutient pas, c'est une chose, mais là, avec toutes ces recherches-là, on va pouvoir expliquer pourquoi, et c'est bien, je pense, à un moment, si on a un point de vue, de pouvoir l'étayer. Enfin, pour terminer, quelques perspectives pour les applications hypnotiques. Comme je vous le disais, nous allons proposer l'idée d'applications de l'hypnose qui sont non dirigistes, parce qu'on est un peu trop ericksonien pour des approches dirigistes, et des orientations de l'hypnose qui sont sans script, pour la raison que je viens d'expliquer. Alors, on va plutôt soutenir des approches réceptives dans lesquelles on va voir une auto-transformation des contenus, des affects, des structures et des schèmes, et pour des approches interactives sur lesquelles on ne va pas reprogrammer l'imaginal, on ne va pas reprogrammer l'inconscient, mais on va interagir avec l'inconscient ou interagir avec l'imaginal plutôt pour le questionner et en recevoir de l'information, puisque le fait même de se mettre en interaction avec génère son auto-transformation. Et on retrouve donc ce que nous avons dit au début, une imagination créatrice poïétique, autopoïétique au sens où par elle-même, elle génère du nouveau contenu, noétique au sens où elle va générer des données intelligibles, elle va générer de la pensée et se mettre en lien avec de la mise en sens, et herméneutique au sens où il va y avoir une compréhension nouvelle, un décryptage nouveau de ce qui était déjà connu. Ici, ce que ça nous montre, c'est que dans ce cas-là, pour travailler en hypnose, on n'a pas besoin d'objectifs et on n'a pas besoin de volonté consciente, ce qui nous fait reconnecter avec des courants très anciens d'hypnose, bien avant Milton Erickson, des courants qui proposent l'idée que l'état d'hypnose est en soi, alors j'ai pas le droit de dire curatif, donc je ne le dis pas, que l'état d'hypnose est en soi vecteur de mieux-être. Il y a une proposition, vecteur de mieux-être. S'il est guidé par l'opérateur peut simplement questionner l'imagination créatrice et le sujet. L'opérateur, dans ce cas-là, est le témoin ou est en train d'assister, il est assistant d'une autotransformation éventuellement stimulée par lui-même. Ça peut être sympa l'idée que l'opérateur, plutôt qu'il soit le thérapeute qui sait et qui fait, il puisse être l'assistant d'une autotransformation. Enfin, c'est une idée que je ramène, je la trouve sympa. Et enfin, un point clé pour terminer, c'est qu'il s'agit ici, et c'est un point important pour terminer, je voudrais vraiment appuyer sur ça, il s'agit de ne pas faire d'analyse a posteriori des contenus. Pas d'analyse des contenus a posteriori. Ah, dans cette imagination, tu as vu un dragon, un château, une épée, une princesse, etc. Ça ne représente pas quoi que ce soit. Parce que le domaine des images n'est pas le domaine de l'intelligible, ce n'est pas le domaine des concepts. Et Henri Corbin, comme Gilbert Durand, comme James Hillman, comme Jung, depuis des traditions très différentes, disent tous la même chose. Si tu veux agir sur les images, utilise des images. Et si tu veux agir sur les idées, utilise des idées. Chaque domaine, pour
pour sa propre catégorie. Et ici, bien sûr, nous soutenons cette critique de la psychanalyse et non pas la critique de la psychanalyse. Et je pense que dans les derniers cours, j'ai pris assez de temps pour dire ce qu'on pouvait garder dans nos démarches de la psychanalyse, ce qu'on considère comme étant des psychodynamiques, par exemple, et des éléments qui sont très intéressants à garder. Mais ici, on peut émettre cette critique de la psychanalyse, que les images et les symboles ne sont peut-être pas faits pour être décodés et pour être analysés. Et nous verrons dans les prochains cours ce qu'on peut faire avec toutes ces images et avec tous ces symboles. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Un ensemble de sources qui construisent une science de l'imaginaire, une philosophie de l'imaginaire, dont nous ne sommes pas les créateurs ici, nous ne faisons que ramener le travail de gens qui nous ont précédés. Un ensemble de sources, une distinction entre imagination créatrice, imaginaire et imaginal, et enfin le rapport avec l'hypnose contemporaine et toutes les implications du rapport de ces domaines avec l'hypnose contemporaine. Voilà, sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre attention. Voilà.